On a beaucoup parlé récemment des itinérants à la suite du démantèlement de leurs abris au centre-ville de Montréal. Mais s'est-on vraiment intéressé à eux? On dit souvent que parmi les itinérants, il y a beaucoup de cas de santé mentale. Ils ne sont pourtant pas majoritaires. Ce sont des gens qui ont leur propre passé et leur propre histoire, mais qui, malheureusement, ont accumulé une série de déceptions et d'épreuves. En regardant les deux cas qu'on vous présente cette semaine, c'est à se demander si se retrouver dans la rue, ça ne peut pas arriver à tout le monde. C'est Marcel, ça? Non? Non, pas Marcel. J'ai plus rien. J'ai un manteau puis mon pack-sac. J'ai un petit pyjama qui traîne dedans, un petit pyjama carotté qui traîne dedans. Écoute, je m'en viens à 40 ans, moi, là, puis j'ai pas rien devant de moi, là. C'est pas normal. Je suis pas capable de me regarder. J'ai de la misère. J'ai un petit peu de misère avec ça. C'est l'estime de moi là, qui mange un coup. Là. Il y a des milliers de sans-abri dans une ville comme Montréal. Et il est faux de croire qu'ils ont tous la même histoire. Lui, il s'appelle Yves Lamotte, il a 39 ans et il n'a pas toujours été à la rue. Pendant quelques années, il a travaillé, principalement comme cuisinier. Il a longtemps vécu en couple et il a une fille de 13 ans qu'il voit régulièrement. Je faudrait t'en sur là. Coucher dans le coin ici, à la lumière. Tu couchais là? Ouais. Je viens du Lac-Saint-Jean, une petite ville qui s'appelle Dolbeau. Je fais partie d'une famille de 5 enfants. J'ai 4 sœurs. Je suis tout seul le garçon, puis je suis le bébé de la famille. Mon père travaille dans le domaine des banques. Une famille à l'aise quand même. Pas riche, pas millionnaire, mais à l'aise, capable de vivre. À partir de la 2e, 3e année, là, je pense que l'école puis moi, inconsciemment, dans le temps, je ne le savais pas. Maintenant, avec le recul, là, maintenant, je sais que ça part de là à peu près. Là. Je détestais l'école. Je pense que j'ai commencé à être anticonformiste à partir de ce moment-là. Les souvenirs qu'il garde de cette époque, ce sont les bagarres dans la cour d'école, les échecs et les punitions. Mais aussi loin que l'on puisse remonter dans la vie d'Yves Lamotte, il n'y a aucune histoire de santé mentale qui semble souvent la première explication de l'itinérance. Et Yves Lamotte n'est pas un cas rare, au contraire. Je dirais les études les plus importantes en Amérique du Nord sur la question des problèmes de santé mentale. Bon, évidemment, ça dépend comment on définit santé mentale, si c'est des problèmes graves ou non, mais c'est entre 30 et 40 des personnes qui, vivant dans la rue, auraient des problèmes de santé mentale. Mais il reste 60 des autres personnes qui ne sont pas, je dirais, dans ce modèle-là, mais qui sont aussi dans la rue. Quand je voyais quelqu'un qui était fort puis qui se battait, quand je voyais quelqu'un qui était rebelle, on avait une gang de motards, nous autres, au Lac-Saint-Jean, qui s'appelait les Concacheros. Donc, je me suis identifié à eux autres assez longtemps. Même titre qu'un jeune aimait Guy Lafleur dans le temps, mais moi, soit c'était la gang de bicycles ou ben non, une autre gang de bicycles qui existait. À 16 ans, après plusieurs vols d'auto, on l'envoie en centre d'accueil. Quand il en sort à 18 ans, il est plus révolté que jamais. Déjà, à cet âge, il a des problèmes avec l'alcool. Dans les années qui suivent, Yves Lamotte fait plusieurs séjours en prison. Quand il est dehors, il passe d'un emploi à l'autre et n'arrive pas à se construire une vie stable. Très souvent, ses comportements délinquants lui font tout perdre. C'est ce qui s'est passé en décembre dernier. Encore une fois, il a perdu sa blonde, son appartement et son travail. Être dans la rue, c'est l'aboutissement d'un processus. Hein? C'est pas la première journée où on a un problème qu'on se retrouve dans la rue. Le jour où on perd son emploi, on est découragé, on se met à boire. On perd son logement, sa femme, son conjoint, il le met dehors. Redécouragement. Et comme c'est l'aboutissement d'un long processus, se sortir de la rue, et je dirais refaire le chemin inverse, oui, c'est difficile. C'est 30 sous, grand, pour un café. S'il vous plaît, merci. Bonne fin de journée. Là. Pour l'instant, à tous les jours, il refait le même circuit, celui des organismes d'aide pour manger, se vêtir, dormir au chaud.
Je pars d'ici, je m'en vais aux Trois-Rouges. Je prends un café, 2 cafés. Et puis après ça, ben, je pars du Trois-Rouges. Et puis s'il fait beau, ben, je prends mon temps. Je me dirige un petit peu vers la Bonneau, l'accueil Bonneau. Question d'aller manger, mettre de quoi dans l'estomac. Merci beaucoup, madame. Bon Dieu vous bénisse. Les gens pensent que l'accueil Bonneau, c'est pour la bouffe. C'est loin de ça. La bouffe nous permet, justement, parce qu'on sait qu'un être humain a faim, nous permet de sensibiliser à tous les autres services qui nous entourent ici. Ce n'est pas juste de la soupe, mais l'an passé, l'accueil Bonneau a quand même servi près de 300 000 repas. On a donné des dizaines de milliers de chemises, de paires de bottes ou d'autres vêtements. Des barbiers bénévoles ont offert des coupes de cheveux à des centaines d'hommes. Au centre de jour, on essaie de faire plus. Des intervenants rencontrent ceux qui souhaitent régler leurs problèmes de dépendance, avoir de l'aide sociale ou se trouver un lieu pour se loger. Ici, c'est des gens faibles, c'est des gens en difficulté, c'est des gens fragiles. Et c'est notre devoir, je pense, d'essayer de les remonter. Merci beaucoup, là. Bye. Je pense pas que je vais être heureux à rester dans la rue, puis à me demander demain, je vais aller coucher où, je vais manger où, je vais manger quoi. Est-ce que je fume des cigarettes? Comment je vais faire pour fumer? Je vais passer le restant de ma vie à pomper des 30 sous à la rue, puis à être sur l'assistance sociale? C'est pas normal à 40 ans. Merci, une petite poignée de change. Merci, mademoiselle. Souvent, mon ami Étienne n'est pas là. Il me dit, mais tu vas être reposé, viens ici n'importe à quel temps. Il m'a laissé une clé pour pouvoir rentrer. Puis, je viens passer une heure et demie souvent ici. C'est une place pas propre, mais c'est le Saint-Esprit ici au moins. Je me fais pas achaler. Premièrement, bienvenue à Maison du Père. Les gars, j'aimerais dire les règlements pour les nouveaux. Daniel Joly travaille depuis 6 ans à la Maison du Père, un refuge où des milliers d'itinérants passent chaque année. Il sait parfaitement à quoi se résume leur vie durant le jour, quand la majorité des refuges sont fermés. C'est la solitude, dans le fond. Là. Ils sont dehors, dans la rue, ils ne savent pas où aller. Ils sont épuisés de faire toute la run, le circuit qu'on appelle. Je suis écœuré de vivre comme que je vis. J'ai un mal-être en dedans de moi. C'est pas mon ex-blonde qui va guérir ça. C'est pas la Maison du Père qui va guérir ça. C'est pas toi, puis c'est pas Pierre-Jean-Jacques. C'est moi. Parce que c'est moi qui décide. C'est moi qui décide de faire ce que je veux dans la vie. Ils sont vraiment rendus à la limite quand ils sont rendus à la Maison du Père. Là. Je te dis pas un itinérant qui emploie ça juste un soir, parce que ça s'appelle de passage. Mais quelqu'un qui emploie ça plus qu'un soir, on parle de 5 à 10 soirs, il est rendu au bout du rouleau, là. On est à la fin janvier. Yves Lamotte peut continuer à faire le tour des organismes communautaires jour après jour. Ça pourrait durer des années sans accumuler aucun bien à lui, mais sans mourir de faim ni de froid. Premièrement, je voudrais vous souhaiter officiellement la bienvenue en séjour prolongé. Une semaine plus tard, Yves Lamotte est admis à la Maison du Père dans un programme de réinsertion sociale. Il aura un peu d'argent de poche, une chambrette, mais surtout de l'aide pour mettre de l'ordre dans ses idées, dans sa vie. Une sorte de thérapie. À partir d'aujourd'hui, officiellement à 2 heures, depuis quelques minutes, considérez-vous comme ayant un domicile pour, en tout cas à tout le moins, pour les 2 à 3 prochains mois. La satisfaction tantôt, quand il m'a remis les clés puis ma batch dans mes mains, c'est un petit peu comme si je me sens renaître, là, tranquillement, pas vite. Là. Pour l'avenir, pour ce qui est mon avenir, là, moi, il y a les enfants que j'aimerais être capable de me réoccuper bien comme il faut. Là. J'ai manqué pas mal. C'est la deuxième fois. Oui, c'est la deuxième. Et celle-là? Jusqu'aujourd'hui, ça va être la bonne. Demain,
Je sais pas qu'est-ce qui va arriver demain. Moi, je peux si bien me lever demain matin puis décider de tout foutre ça là. Mais c'est à espérer que je fasse pas ça. Puis je le ferai pas. Je suis convaincu que je le ferai pas. Mais il faut tout le temps que je reste dans l'idée que je suis un gars fragile, que je suis un alcool, puis que ma première bière est à côté de moi, puis elle me guette. T'as une carte d'assurance maladie? Non. T'as une carte d'assurance sociale? Non. T'as un permis de conduire? Non. T'as une adresse? Non. Ça fait 5 ans que j'ai pas travaillé, que j'ai pas eu de revenus fixes, que j'ai pas eu d'appartement vraiment fixe, là. J'ai l'hépatite. J'ai attrapé l'hépatite C dans le temps que je faisais de l'héroïne. J'ai des problèmes aux poumons puis au cœur parce que j'ai fait des infections du sang. Natacha a maintenant 23 ans. Des femmes et des jeunes itinérants comme elle, il y en a de plus en plus dans une ville comme Montréal. Depuis 15 ans, le portrait a beaucoup changé. Et ces jeunes ont eux aussi leur propre réseau de refuges et d'organismes spécialisés qui les aident. Tu connais bien ce dortoir-là? Ouais. Ouais. Depuis longtemps? Ouais, depuis que j'ai 18 ans. J'étais dans la rue, puis il mouillait, puis j'étais tannée d'être dehors, fait que j'ai décidé de venir ici, même si tout le monde me disait de pas venir ici parce que c'était le bordel, ça avait de l'air dans la cabane ici, puis je suis venue pareil, puis le lendemain matin, quand je suis repartie, je me suis jurée de plus jamais revenir. Mais depuis 5 ans, elle y est revenue régulièrement, même si elle n'aime pas utiliser ses ressources. Natacha préfère se débrouiller seule. Elle vient ici quand elle n'a pas le choix. Comme bien des itinérants, elle fuit toute forme de contrôle, tout lieu où il y a des règlements. Ben, je sors d'ici à 8 heures, puis habituellement, je vais direct au métro pour quêter. Je fais un peu de saut, puis je fais jusqu'à tout l'avant-midi, jusqu'à mon dîner. Pour ça, je vais dîner, puis dans l'après-midi, ben, des fois, je vais au cinéma, des fois, je vais à l'arcade. Ma mère, quand elle m'a mis au monde, mon père était violent, fait que elle m'a envoyé chez sa mère à elle. Puis après ça, elle est disparue de la map. Je me souviens de cette jeune fille-là. C'est une petite fille qui avait de la difficulté à se rendre à l'école tous les matins. Il y avait beaucoup d'absence. Elle avait des problèmes d'asthme. Donc, à un moment donné, il faisait trop froid pour s'en venir à pied. Elle était à environ une dizaine de minutes de l'école. À pied. C'était une petite fille aussi triste. Elle avait les yeux tristes. Je trouvais que c'était pas souriant. Fait que je suis restée avec ma grand-mère. J'ai grandi avec ma grand-mère vraiment toute ma jeunesse. Puis à un moment donné, ma mère est revenue quand j'avais 9 ans. À cet âge, elle se retrouve prise entre sa mère et sa grand-mère qui se battent devant les tribunaux pour en avoir la garde. Aujourd'hui, sa mère admet que sa fille n'a pas eu une enfance facile. Je crois que c'était difficile, sûrement très difficile. Elle était comme prise entre moi et ma mère, là, finalement. Elle avait comme une décision ou un choix à faire, puis elle n'était pas capable de le faire. Moi, ce qui me touche toujours à travers les entretiens ou les contacts que j'ai avec les personnes itinérantes, c'est la richesse de leur histoire qui disparaît complètement quand on les regarde et quand on a l'impression qu'ils sont réduits ou que leur vie se réduit à l'image qu'ils projettent. Il y a une dizaine d'années, Éric Boivin enseignait au secondaire, à l'école que fréquentait Natacha. Il l'a bien connue. Puis, il y a quelques années, il l'a revue alors qu'elle quêtait dans le métro. Depuis, c'est là qu'il la revoit régulièrement. C'est la première fois que j'ai été en contact aussi direct avec quelqu'un qui est dans la rue. Ça m'est arrivé d'arrêter, parler à un itinérant, quelque chose comme ça. Mais quelqu'un que je connais, que j'ai vu dans un autre contexte. Natacha, je l'ai vue à l'école, je l'ai vue aller à l'école. C'était la première fois, oui. Et c'est troublant? C'est très troublant. Ah oui. J'aimerais ça ne plus la revoir parce qu'elle s'en est sortie. Parfois, je me dis,
Il arrive que je passe, puis je la vois pas, et la question que je me pose, c'est pas est-ce qu'elle s'en est sortie. Je me demande, est-ce qu'elle est morte? Quand j'avais 15 ans, ma grand-mère est décédée. Elle avait un cancer des poumons. Puis à ce moment-là, j'ai été obligée d'aller rester chez ma mère. J'avais 15 ans. Quand j'étais arrivée à Laval, j'allais vraiment... Là, j'ai commencé à aller vraiment pas bien, là. J'étais pas mal fâchée. Fait que j'ai commencé à me renfermer sur moi-même. Puis à fumer du pot, à me tenir avec du monde qui consommait. Puis des petites gangs, là. Puis ma mère, elle aimait pas ça. Fait que là, elle s'est fâchée après moi, puis elle m'a mis en centre d'accueil. À un moment donné, c'est elle qui m'a téléphoné quand elle a eu ses 18 ans, parce qu'elle m'a dit, là, je suis libre de faire ce que je veux, mais j'ai dit, qu'est-ce que tu vas faire? Elle a dit, moi, je vais être libre. Elle fuyait l'autorité, fait que pour elle, la seule manière, c'était d'être dans la rue, de faire comme elle voulait, quand elle voulait. Depuis, sa vie a basculé. À 19 ans, elle a eu un enfant qu'elle a donné en adoption. À la même époque, elle est devenue héroïnomane. Depuis 2 ans, elle a cessé de consommer et elle prend de la méthadone à tous les jours pour mettre fin à cette dépendance. Chaque semaine, elle voit un médecin, Sylvie Vizina, qui la suit dans ce programme de désintoxication. Pourquoi t'as pas dormi? T'as pas trouvé de place? T'as pas trop Non, je suis pas capable de dormir, sérieux. C'est vraiment t'as de la misère à dormir. Elle est très intelligente, elle se débrouille, elle a eu pas beaucoup de chance dans la vie, mais actuellement, elle se débrouille avec elle a utilisé toutes ses ressources, puis comme c'est une fille intelligente, elle réussit à survivre. Peut-être moi, j'aurais pas survécu dans la rue de jour en jour. Ça va être long? Ah man, c'est parce que là, le gars, dans le fond, Tu t'es couché hier? à l'hôtel. Okay. Pourquoi à l'hôtel? Pourquoi pas au refuge? Parce que je voulais pas y aller. C'est parce que j'étais déjà un petit peu déprimée hier soir, ça me tentait pas d'être encore plus déprimée. C'est pas que j'aime mieux la rue, c'est que j'aime pas les gens qui fréquentent les refuges. C'est parce que j'ai peur de devenir comme ça, puis j'aime mieux pas y aller trop. Il y en a qui n'arrivent pas à fonctionner dans les refuges et qui trouvent cet environnement pour toutes sortes de raisons, soit menaçant, soit envahissant, soit fonctionner dans le cadre de règles que certaines ressources se donnent, et on comprend que les ressources se donnent un certain nombre de règles. Ils n'arrivent pas à fonctionner là-dedans. Pour moi, il n'y en a pas de normalité. Je pense que chaque personne devrait vivre sa vie comme il l'entend, puis pas se faire juger. Et toi, c'est la vie dans la rue? Non, vraiment pas. Au début, c'était mon choix, là, parce que j'avais un trip à vivre, là, mais là, maintenant, c'est comme quand tu sors avec quelqu'un puis que tu es tanné à la fin. Tu as misère à le laisser parce que c'est une habitude. C'est la même chose. On se donne rendez-vous vendredi prochain, le 1er février. D'ici ce temps-là, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais continuer à survivre. Je peux pas vraiment te dire ce que je vais faire, je prévois pas. Je fais pas de prévision parce que je sais jamais ce qui peut m'arriver. Je peux me faire arrêter demain matin ou... Tu sais, je peux être attenguée vendredi prochain, là. Fait que j'aime mieux pas faire de prévisions. Nous avons revu Natacha comme prévu une semaine plus tard. Ce jour-là, elle avait réussi à avoir un chèque d'aide sociale, 396 $, son deuxième en 1 an. C'est comme ça quand on n'a pas d'adresse fixe. Quelques dollars qui ne changeront pas grand-chose pour elle. Certains jours, sa condition lui est à peine supportable. Les 3 derniers jours, c'était pas le fun, par exemple. Pendant la nuit, là, il faisait vraiment froid. Et comment tu les as passées, les nuits? Ben, ce que je faisais, c'est que, comme de 7h à minuit, là, je m'arrangeais pour faire beaucoup d'argent en quêtant dans le métro. Puis après ça, au moins, toute la nuit, je pouvais rester dans le McDonald's. J'avais de l'argent pour payer des cafés. Fait que ça passait. Je peux plus rien faire pour elle. Même si je pleure, même si je crie, même si je dis quoi que ce soit, c'est elle. C'est elle qui doit décider. Je m'en sors, je fais une vie ou je meurs. Ça a l'air facile, vu du point de vue des gens qui ont tout le cul dans le bec, si je peux me permettre, là. Ça a l'air facile de dire « Ah, mais tu sais, commande-toi un chèque, ah, mais pointe-toi un appart, trouve-toi une job. » Bon, mais, tu sais, comment je peux me trouver un emploi si je suis même pas capable de prendre une douche à tous les jours, laver mon linge, puis j'ai même pas d'adresse à mettre sur la feuille d'application? Juste de repenser à toutes ces années-là, que je suis ici, je commence vraiment à être fatiguée puis tannée. Là, c'est gros, là, maintenant. J'ai un gros bagage en arrière de moi, puis ça, c'est pesant à traîner. Là, puis j'aurais le goût d'avoir une petite vie normale.